Et justement, Ségolène Royal, qui dès le lendemain de l'annonce du plan Power 8 avait rencontré les syndicats d'Airbus. Ségolène Royal était en Allemagne aujourd'hui pour un entretien avec Angela Merkel, le premier. La candidate socialiste évoquait à l'issue de cet entretien des convergences avec la chancelière allemande sur la politique industrielle et la construction européenne. Ségolène Royal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue sur ce plateau. En quoi vos vues convergent-elles avec celles d'Angela Merkel ? D'abord, nous nous posons la même question toutes les deux. Comment se fait-il qu'une entreprise qui a devant elle 5 années de commandes, plus de 2000 avions sont aujourd'hui commandés à Airbus, comment se fait-il que cette entreprise annonce 10 000 suppressions d'emplois, jetant dans l'angoisse, dans la précarité des milliers de salariés qui s'interrogent sur l'incohérence de cette décision par rapport à la situation des carnets de commandes, et deuxièmement, qui déstabilise tous les sous-traitants, que dans une région comme Midi-Pyrénées que préside Martin Malvy, il y a plus de 500 entreprises petites et moyennes qui dépendent d'Airbus et qui n'ont eu aucune solution pour se reconstituer et pour assurer cette transition. Mais apparemment, vous n'avez pas les mêmes solutions, toutes les deux. Que pense Angela Merkel, par exemple, de votre proposition d'augmenter le capital de ADS avec l'aide des États ? Écoutez, elle n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée, ça veut dire elle ne dit ni oui ni non, c'est ça ? Voilà, ce qui est déjà un progrès par rapport au refus initial de la part de l'État allemand d'augmenter sa part dans le capital. Elle n'est pas fermée au sens où ce qu'elle dit, comme je le dis moi-même, c'est qu'il faut réussir d'abord à sauver la filière aéronautique européenne, qui est une filière de pointe. C'est qu'ensuite, il faut définir ensemble des politiques industrielles. Et c'est enfin, il faut non seulement augmenter le capital public et privé, stabiliser ce capital, mais aussi faire un plan pour l'ensemble des entreprises sous-traitantes qui sont aujourd'hui durement fragilisées par ces annonces. Et je pense que nous pensons toutes les deux, excusez-moi, oui. nous partageons toutes les deux l'angoisse des salariés, la peur qui pèse sur les salariés, le sentiment que l'État... Apparemment, pour Angela Merkel, ce plan est un mal nécessaire. Si l'Allemagne dit non à cette augmentation de capital, comme l'a dit par exemple le ministre allemand de l'économie, il estime qu'une augmentation de capital n'est pas d'actualité. De quels moyens dispose la France pour convaincre ses partenaires européens ? D'abord, je pense que si la mobilisation des salariés se poursuit, puisque les syndicats de salariés allemands disent la même chose que les syndicats de salariés français, donc si cette mobilisation se poursuit. Deuxièmement, si nous faisons toute la clarté, comme l'ont demandé aussi l'ensemble des élus des régions concernées, des élus socialistes des régions concernées, qui sont même prêts à entrer au capital. Et j'observe que cela a déjà fait bouger le gouvernement français, puisque alors qu'il y a quelques jours, ce gouvernement disait ne pas pouvoir augmenter le capital d'Airbus. Aujourd'hui, ça devient possible. Mais il faut la participation des régions serait vraiment de moins d'1%. Oui. Thierry Breton parle même de 0,6%. Est-ce que ça suffirait pour peser sur des décisions d'un actionnariat ? On a du mal à y croire. D'abord, je pense qu'il a tort de tourner en dérision cette proposition. Je crois qu'il faut faire prévaloir l'intérêt général, l'intérêt de la France et se mettre au-dessus des politiques politiciennes. Bien sûr que cette participation serait symbolique, mais ce qu'elle veut dire, c'est que les entreprises ont aussi une responsabilité à l'égard des territoires et j'observe que cette proposition, toute symbolique qu'elle soit, a fait bouger l'État. Ce que je crois avec Angela Merkel, c'est qu'il est possible de faire autrement. Il n'y a pas de fatalité à la désindustrialisation et surtout, l'Europe doit se protéger, l'Europe doit être offensive et en particulier sur ces secteurs de pointe. En tout cas, c'est moi la conception que j'ai d'un État fort qui assume ses responsabilités d'État actionnaire. Alors, nous n'aurons malheureusement pas le temps de parler ce soir du traité de constitution européenne parce que dans la campagne présidentielle, alors là sur le plan strictement franco-français, il y a une semaine, le Canard enchaîné publiait une information sur la vente douteuse, selon le journal, d'un appartement de Nicolas Sarkozy. Cette semaine, c'est votre patrimoine et celui de François Hollande qui est passé au crible. D'après l'hebdomadaire, une résidence secondaire vous appartenant aurait été largement sous-évaluée dans votre déclaration de patrimoine soumis à l'ISF. Écoutons les explications de Catherine Demanja et vos réponses ensuite. Sur les hauteurs de Mougins, nichée dans la Pinède, c'est la maison de vacances du couple Hollande-Royal. 120 mètres carrés avec jardin et piscine, la villa est estimée dans la déclaration fiscale du couple à 270 000 €. Très en dessous du prix du marché, selon le Canard enchaîné, elle vaudrait au moins 3 fois plus.
Les experts immobiliers de la Côte d'Azur évaluent ce genre de bien entre 700 000 et 1 million d'euros. Tout dépend de l'état intérieur de la villa. Il y a des villas qui sont très anciennes, d'autres qui sont assez récentes. Aujourd'hui, une villa ancienne à rénover, il faut compter environ dans les 700-750 000 euros. Maintenant, une villa qui est entièrement rénovée, avec une belle surface, peut passer le million d'euros. Le Canard enchaîné pointe ainsi du doigt tout le patrimoine de la candidate PS et de son compagnon. Un appartement à Boulogne, un pavillon à Melle dans les Deux-Sèvres. Total, selon l'hebdomadaire, plus de 1,8 million d'euros. Conclusion du journal, le couple aurait dû payer 6 000 euros au titre de l'impôt sur la fortune. Déjà attaqué sur son patrimoine à la mi-janvier, Ségolène Royal avait reconnu payer l'ISF à hauteur de 842 euros. La candidate avait été alors la première à publier sa déclaration de patrimoine. Alors Ségolène Royal, j'ai envie de vous demander de façon un peu provocante, vous avez sciemment triché ou c'est juste une erreur ? Écoutez, je crois que ce qui est important, c'est l'honnêteté et c'est la responsabilité des responsables politiques. Je crois qu'il y a une demande de transparence des Français, c'est normal, il faut y répondre. Et d'ailleurs, je suis la seule, jusqu'à présent, à avoir rendu publique ma déclaration de patrimoine. Je voudrais dire que dans le reportage que nous avons vu, une somptueuse grille qui n'est pas celle de ma maison, que l'évaluation qui a été faite de la déclaration de notre patrimoine commun a été faite par un expert comptable. Il n'y a pas de fraude à la déclaration de l'ISF, je crois que ça au moins c'est reconnu. Et donc moi je fais confiance à l'administration fiscale. Si elle estime que ces déclarations n'étaient pas conformes à la valeur des biens, elle aurait procédé à un redressement. C'est une maison de famille qui a été... Que tous les professionnels de l'immobilier, enfin pas tous, mais une bonne partie des professionnels de l'immobilier de cette région estiment, en tant que professionnels, que cette villa est largement sous-évaluée, au tiers de la valeur à laquelle ils pourraient la vendre. Ça vous inspire quel commentaire ? Venir la visiter. Ils ne sont même pas venus la visiter, donc ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est une maison de famille qui a été achetée en 1986, il y a plus de 20 ans. Peut-être vaut-elle plus que ce qu'elle a été estimée par l'expert comptable, mais ça c'est aux services fiscaux de le décider. J'ajoute que contrairement à ce qui est dit depuis des semaines, à titre personnel, sur mes biens propres, je ne suis pas redevable de l'ISF, je suis bien en dessous. Moi j'ai commencé dans la vie sans rien, j'ai fait mes études avec une bourse, j'ai acquis un certain nombre de biens, en effet, avec mon salaire, et seulement avec mon salaire. Et au bout de 30 ans, j'ai un patrimoine qui a été entièrement déclaré et qui a été rendu public, ce que n'ont pas fait les autres candidats. Donc, selon vous, rien à déclarer de supplémentaire? Mais écoutez, les services fiscaux, je leur fais confiance, diront ce qu'ils en pensent. Alors, une dernière question, Ségolène Royal. Hier, sur ce plateau, Nicolas Sarkozy appelait implicitement, voire explicitement, les élus à accorder des parrainages à Jean-Marie Le Pen et à Olivier Besancenot. Est-ce que vous pourriez avoir la même démarche dans un souci de pluralité démocratique ? D'abord, je pense, et je l'ai déjà dit, qu'il serait normal, en effet, que des organisations politiques qui ont déjà, lors des scrutins précédents, obtenu un nombre de suffrages significatifs, puissent à nouveau présenter des candidats. Ce qui voudrait dire que le système des parrainages devrait être réformé. Et je m'étonne que le ministre de l'Intérieur, qui est aussi le ministre des élections, découvre ce problème aujourd'hui. Il aurait pu en réformer la règle. C'est en tout cas ce que je ferai si je suis élu, puisqu'il y aura une réforme institutionnelle qui va moderniser la République, et cette question-là, en effet, sera réglée. Donc on pourra se présenter à l'élection présidentielle sans les 500 parrainages ? Si, en effet, il y a eu, au cours des scrutins précédents, un nombre significatif de suffrages, il me semble normal que les courants de pensée soient tous représentés. Merci, Ségolène Royal.